Bonjour. Alors, au nom du service communication de l'école d'architecture, je suis Lise Lançon et je travaille en partenariat avec Frédéric Jeanroy donc, pour l'organisation de ce cycle de rencontres autour des métiers liés à l'architecture. C'est un cycle qui avait été lancé il y a déjà 4 ans et puis cette année il reprend sur une version condensée sur 3 journées et bon, l'objectif c'est évidemment de vous proposer des rencontres, de discuter avec des professionnels qui ne travaillent pas forcément dans des agences d'architecture et de vous ouvrir un petit peu les horizons en termes de débouchés professionnels pour en fait améliorer, enfin au niveau de l'école on essaie d'améliorer, de trouver des dispositifs aussi pour vous donner toutes les chances possibles en termes d'insertion professionnelle. Voilà, donc aujourd'hui je remplace exceptionnellement Frédéric Jeanroy qui est absente, voilà, et j'accueille donc Caroline Walter qui est la directrice du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Alsace, François-Frédéric Muller, qui est enseignant à l'école d'architecture et qui est architecte, évidemment. Et aujourd'hui, donc Caroline Rouillet, qui est diplômée en architecture et qui est architecte urbaniste de l'État. Chef de projet chez Pertuis. Ben voilà, c'était le loupé. Je vais passer tout de suite la parole à Catherine Walter. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée. Ouais, donc en fait, l'école est venue chercher l'ordre pour organiser ces conférences, ces petites conférences, pour pouvoir vous montrer en fait que la qualité ou le travail, le travail sur l'architecture est partagé par beaucoup de professionnels et pas forcément des gens qui travaillent en agence. Voilà. Et que c'est très très important, vous le verrez après quand vous exercerez, selon votre mode d'exercice, vous verrez que c'est très important. Donc moi, je travaille pour l'Ordre des architectes d'Alsace, je suis directrice à l'Ordre, et moi-même, je suis architecte. Et je suis architecte parce que je suis inscrite à l'Ordre. Donc en fait, je vais juste vous faire une petite intro par rapport à ça, parce que ça me paraît assez important de vous montrer, de vous expliquer ce à quoi sert l'Ordre et ce qu'est un architecte. Donc en fait, vous savez tous que par la loi de 77, le gouvernement a reconnu l'architecture, enfin en tout cas le projet architectural, comme d'intérêt public. Et à partir de ce moment-là, il a fallu contrôler les gens qui avaient le droit, entre guillemets, de produire de l'architecture. Et donc, vous allez sortir de l'école, vous allez être diplômé en architecture, mais pour pouvoir vous dire architecte et porter le titre, il faut être inscrit à l'ordre. Et en fait, c'est un moyen pour l'État de contrôler les professionnels qui travaillent dans le métier. Mais donc ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu résumé chez Résumé, c'est un petit peu caricatural. Mais ce que nous on veut vous montrer ici, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être inscrit à l'ordre pour avoir des choses à dire et pour partager cette culture. Voilà. Et que c'est très important qu'il y ait des professionnels partout qui sachent de quoi ils parlent et qui éventuellement aient fait les mêmes écoles que nous, comme Caroline qui est là aujourd'hui. Donc on commence justement avec Caroline qui a fait des études, je ne sais plus, à Nancy, à Nancy, voilà, qui n'est pas inscrite à l'ordre, mais ça l'empêche pas de partager la même culture que nous. Après, la différence, effectivement, c'est que quand vous êtes inscrit à l'ordre, vous répondez à certains critères et notamment vous respectez une déontologie. Et voilà, on pourra aller plus loin, mais je ne vais peut-être pas vous faire un cours sur l'ordre là. Voilà, donc du coup, je laisse le soin à Frédéric de présenter la suite. Oui, alors moi je me place sur le côté enseignement, c'est-à-dire que plus que de parler de la question de savoir si on est inscrit, ce qui est très important dans le mode d'exercice libéral, c'est d'être inscrit à l'ordre, d'être assuré pour exercer le métier de manière
qu'on pourrait dire traditionnelle, même si cette tradition est maintenant beaucoup moins évidente qu'il y a quelques années. Moi, je me place du point de vue de l'enseignement parce que on voit bien les étudiants quand ils arrivent à l'école, ils ont une vision un petit peu soit idéalisée, soit qui n'est pas forcément réelle de l'exercice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté l'architecte qui est tout seul dans son bureau à exercer le métier seul contre tous et qui a seul le droit de porter le titre, et puis à côté plein de gens qui font d'autres métiers mais c'est pas des architectes. En fait, on se rend compte que la culture qu'on essaye de donner ou l'enseignement qu'on essaye de faire à l'école, c'est une certaine façon d'aborder la question de l'environnement bâti des gens, évidemment en mêlant un certain nombre de disciplines et en ajoutant un supplément d'âme, ou je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le plus architecte, qui est en fait l'idée du projet et l'idée de donner, on va dire, un souffle supplémentaire à l'acte de construire. Non pas que ça dévalorise ou que ça donne un côté péjoratif à d'autres métiers avec lesquels on travaille, c'est-à-dire qu'on a on attache une grande importance au respect des artisans qui sont sur les chantiers, au respect de la maîtrise d'ouvrage, du côté administratif, etc. Tout ça, c'est un ensemble de gens qui travaillent ensemble au cadre bâti, mais le rôle de l'architecte, c'est bien de rajouter vraiment cette notion de projet et cette espèce de notion qui transcende un peu tous les aspects techniques, tous aussi importants les uns que les autres, mais voilà, qui ont besoin d'une sorte de liant. Et ce qu'on voit bien dans l'exercice du métier, je pense que la plupart donc Catherine ne me contredira pas, le métier se diversifie beaucoup, et je vois, moi, même de mon expérience personnelle, de mes anciens copains de promo, on a maintenant des gens, j'ai des copains dans beaucoup d'univers différents, que ce soit effectivement, par exemple, chez Pertuis, dans le groupe Bouygues, mais aussi des gens qui sont dans le design, des gens qui sont maintenant dans l'événementiel, des gens qui sont dans des mairies, qui travaillent vraiment du côté de la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est vraiment un métier qui ouvre finalement à beaucoup plus de choses qu'on pourrait croire. Au début, quand on arrive dans les premières, deuxième années, là, je m'occupe actuellement de gens qui sont en licence 2, on a toujours un petit peu ce côté un peu hiératique là, de l'architecte seul dans son bureau qui décide un peu de tout, et c'est évidemment quelque chose qui est de moins en moins valable, puisque en plus c'est un métier qui a besoin de plus en plus de beaucoup de disciplines, ne serait-ce que directement lié à l'exercice en cabinet, c'est-à-dire besoin des bureaux d'études, besoin éventuellement de conseils juridiques, d'un avocat, de comptable, etc. Il y a beaucoup de métiers qui sont emmêlés, et on a une mission de synthèse qui est de plus en plus importante, et cette mission de synthèse qui se mêle à la question du projet peut être exercée en dehors d'un cabinet d'architecte, et c'est un peu ce que Caroline va nous expliquer aujourd'hui, puisque finalement elle est architecte. J'ai envie de dire, il y a effectivement la question de l'inscription et du titre qu'on porte, mais il y a aussi ce qu'on est et ce qu'on a appris à faire à l'école, et moi, en tant qu'enseignant, j'ai envie de dire, c'est ce qui compte le plus. Alors évidemment, on n'a peut-être pas le même point de vue. C'est très important, effectivement, d'être inscrit, d'être assuré, mais il y a aussi ce qu'on est intérieurement et ce qu'on va défendre, et c'est ce que va vous présenter Caroline dans le métier qu'elle pratique aujourd'hui, et qui peut dire c'est un métier d'architecte. Oui. Donc, je vais vous retracer vite fait mon parcours de ma sortie d'école jusqu'à mon arrivée chez Pertuis. Donc actuellement, je suis chez Pertuis, qui fait partie du groupe Bouygues. J'y suis depuis 10 ans. Donc c'est une entreprise générale, donc c'est ce que tu disais, moi étudiante en école d'architecture, je disais jamais en entreprise générale, et j'étais la première à dire je fuirai les entreprises générales. Voilà, comme quoi tout le monde change d'avis. Donc moi j'ai passé mon diplôme en 2000, j'ai travaillé 2 ans chez un architecte urbaniste en Moselle, donc là où j'ai fait plus de l'urbanisme, on a fait beaucoup de réaménagement d'espaces publics. C'est la période où les cités ouvrières ont été revendues aux particuliers, donc on établissait un cahier des charges sur comment les gens pouvaient faire des travaux pour personnaliser et s'approprier finalement une maison qui, à la base, sont toutes identiques, et tout en gardant l'esprit cité ouvrière. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. On travaillait beaucoup avec la mairie, et on avait un rôle aussi de conseil auprès du public. Donc on faisait un peu le lien entre ce que la mairie désirait et ce que les gens voulaient. Au bout de 2 ans, j'ai eu mon diplôme. Donc j'ai fait ça en parallèle de mes études. Au bout de 2 ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc je suis allée travailler, j'ai travaillé 4 ans au Luxembourg, mais pour un architecte français installé au Luxembourg, lui, depuis une vingtaine d'années. Donc là, on était 2. Il y avait lui qui était à son compte et moi qui étais en fait architecte salarié.
Et l'avantage d'être dans une petite agence, c'est que finalement, c'est très instructif et on apprend beaucoup parce qu'on part d'une feuille blanche et on suit le projet jusqu'à la livraison. Donc en fait, de l'esquisse à la réalisation du chantier. Là, on a fait beaucoup de réa parce qu'en fait, finalement, le Luxembourg est un petit pays et les terrains sont peu disponibles et sont très chers. Donc comme ils ont déjà un bâti très important mais qui tombait un peu en désuétude, les gens font beaucoup de réa. Donc on a fait beaucoup de réa et on avait une deuxième activité qui était le bâtiment industriel. Donc là on a fait des stations-service, on a fait des entrepôts avec des bureaux, donc vraiment deux domaines de compétences totalement différents. Et puis au bout de 4 ans, une petite agence, lui son fils a entrepris des études d'architecture, donc finalement la possibilité d'évoluer dans une petite structure s'est posée. Et puis, il y a eu d'autres choix qui ont fait que j'ai voulu changer, j'ai voulu travailler sur d'autres types de projets. Je me suis posé la question, est-ce que je repars dans une agence d'architecture classique en étant salarié? Est-ce que j'essaye de me lancer à mon compte? Mais là se posent toutes les questions d'installation, de se dire on se met à deux, on reprend quelque chose qui existe ou pas. Je me suis posé la question de travailler chez des bailleurs sociaux. Enfin voilà, j'avais vraiment envie peut-être d'exercer autrement mon métier d'architecte que dans une agence et puis déjà de pouvoir me servir de ce que j'avais appris en 6 ans. Et j'ai répondu à une annonce de l'APEC, tout simplement. En fait, je ne savais pas pour qui, je ne savais pas... on me disait, en gros, possibilité de travailler sur des grands projets, cherche... Donc j'ai répondu, on a eu des échanges et finalement, je me suis retrouvée à arriver chez Pertuis en entreprise générale. Alors, à la direction technique, en sachant qu'il y a plusieurs... je ne suis pas là pour vous vendre Pertuis, mais à la direction technique où en fait, il y a plusieurs services. On a des genres de structures. Alors, c'est que des ingénieurs, ça il faut le savoir. On arrive dans un monde d'ingénieurs, mais qui finalement sont tout aussi ouverts à l'architecture. Ils ne mordent pas, mais c'est vrai que c'est toujours ce côté, ce que tu disais, deux mondes. Il y a le milieu ingénieur, il y a le milieu architecte. Voilà. Mais donc on a des gens de méthode, on a des gens d'études de prix, on a tous les gens entre guillemets à disposition pour faire avancer un projet. Donc moi je suis arrivée au service de ce qu'on appelait réglementation conception. Donc en fait on travaillait à l'époque sur beaucoup d'appels d'offres. Donc un appel d'offres c'est un projet qui arrive, le projet est fait, le PC est déposé. Donc nous en fait on est là pour finalement dire comment on peut le construire et à quel prix. Donc bon, ça a un côté très formateur, mais c'est vrai qu'en tant qu'architecte, on a un peu ce côté frustrant où le projet est déjà fait, donc forcément, sans vouloir donner un cours non plus à nos collègues architectes qui ont fait le projet, on cherche toujours si on peut apporter un petit plus, si on peut, avec les modes de construction, en Pertuis a ses propres modes de construction, ses propres façons de traiter un chantier, donc voilà, en prenant les méthodes que nous on avait et le matériel qu'on s'est mis à disposition, puis en allant piocher un peu chez les gens de structure, un peu chez les gens de fuite, on arrive toujours un peu à changer 2-3 choses. Donc on a gagné pas mal d'appels d'offres comme ça. Et j'avais d'autres missions. On a une filiale immobilière qui fait de la promotion et du développement immobilier qui s'appelle CIRMAD, qui eux cherchent des terrains. Qu'est-ce qu'on peut construire dessus, cherchent un client et en fait finalement font du clé en main pour un client. Donc en fait dans les cas-là, ils me disent voilà on a un terrain, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire du logement, on peut faire des bureaux, on peut faire... Alors, en gros je leur fais une faisabilité, donc une enveloppe de bâtiment, donc une petite volumétrie, si c'est du logement, leur dire combien de logements on peut faire, sur quelle surface, leur sortir finalement un bilan foncier de ce qui est faisable sur le terrain. Eux font un bilan financier à partir de ça et disent on y va, ou non, financièrement c'est pas intéressant, on arrête là. Donc voilà, c'est deux côtés un peu que je faisais au début quand je suis arrivée chez Pertuis. Et j'avais un autre rôle aussi, c'est que du coup, comme j'avais déjà fait pas mal de chantiers quand je travaillais en agence classique, j'ai fait pas mal d'assistance travaux au début, notamment sur tout ce qui était côté réglementaire. Donc des problèmes d'étanchéité, des problèmes d'acoustique, des problèmes... Voilà. Donc c'est aussi beaucoup de choses que j'ai appris sur le tas, parce que quand on sort de l'école et quand on est en agence traditionnelle, il y a quand même une partie, c'est ce que tu disais, où on a besoin d'intervenants extérieurs et de bureaux extérieurs.
et plein de choses finalement qu'on ne maîtrise pas. Puis pendant cette période, j'ai eu l'occasion de travailler sur des beaux chantiers. Je travaillais sur le Zénith de Strasbourg, je travaillais sur le nouvel hôpital de Metz. Voilà, j'ai travaillé sur l'hôpital de Saint-Dié. Enfin voilà, j'ai eu l'occasion de travailler sur des plus gros projets. Et du coup, ça m'a encore donné envie de dire, bah voilà, c'est bon, j'ai fait de la réglementation, j'ai appris beaucoup de choses, je fais du travail en amont, mais j'ai encore envie de continuer à travailler sur des projets importants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce côté un peu technique de travailler sur des projets qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, quand j'ai travaillé sur l'hôpital de Metz, il y a toute une gestion de flux, de logistique, de croisement entre les patients, le personnel, voilà, qui m'a beaucoup intéressée. Après, j'ai eu l'occasion de passer 1 an sur le chantier où j'ai fait de la synthèse. Donc là, entre les plans de l'architecte que nous on récupérait et puis les plans pour tout ce qui était réseau, voilà, où il fallait qu'on fasse une synthèse entre les deux pour être sûr que ça se passe bien, qu'on ait les trous au bon endroit, qu'on n'ait pas une poutre placée au mauvais... Donc voilà, donc ça c'était un côté technique qui m'a aussi beaucoup intéressée. Et il y a 4 ans, ils ont créé ce qu'ils appellent un service de management de projet, puisque moins d'appels d'offres, plus de concours, les concours apparaissaient. Donc on a 2 types de concours sur lesquels on travaille, ce qu'on appelle les conceptions-réalisation et les PPP. Donc un conception-réalisation, Pertuis s'associe à un cabinet d'architectes, à des bureaux d'études, et en fait, on a un programme qui est donné par le client, et on monte un projet de A à Z. Et donc ça, c'est les premiers types de concours. Les deuxièmes, c'est les PPP, donc les partenariats publics-privés, qui est aussi un programme, donc un peu sur la base des conceptions-réalisations, sauf qu'en fait, on a l'exploitation et la maintenance du bâtiment pendant entre 25 et 30 ans. On va dire que c'est un peu la moyenne sur lesquelles on a. Et on a un montage du coût financier, puisque finalement, c'est nous qui finançons, c'est le groupement qui finance le projet, et finalement, de l'État, on reçoit un loyer pendant le nombre d'années d'exploitation, et à la fin, le bâtiment leur appartient. Donc en fait, j'ai intégré cette équipe, et du coup, maintenant, je suis chef de projet. Et finalement, là où ma formation d'architecte est intéressante, c'est comme on est lié à des architectes extérieurs, à des bureaux d'études, finalement, au début, Pertuis disait, nous on est entreprise générale, on a du mal à dialoguer avec les architectes. On n'a pas le même discours. Quand on arrive, ils ont l'impression qu'on va finalement transformer leur projet en boîte pour faire le plus économique, le plus simple et qu'il n'y a que le prix qui intéresse, ce qui était un peu vrai il y a 10-15 ans. Et du coup, moi, mon rôle, c'est aussi de dire non, on est sur des concours, on doit gagner, donc il faut certes avoir le prix, mais il n'y a pas que le prix qui compte, il faut qu'on ait aussi une image et une fonctionnalité. Et c'est du coup un peu mon rôle entre ce que l'architecte veut, ce que nous, on peut financer par rapport à l'enveloppe du client, de trouver le juste équilibre et de dire non, ça par exemple, c'est le point fort et c'est l'idée directrice du projet, donc on n'y touchera pas. Par contre, de négocier des choses avec les architectes quand on sait que financièrement on n'y arrivera pas. Donc en fait, mon rôle est plus un rôle, je dirais, moi j'aime bien l'idée un peu de chef d'orchestre, parce qu'on est là finalement pour s'assurer que tous les différents intervenants, bureaux d'études, architectes, entreprises, on est sur le même... dans la même direction. Il faut que chacun sache ce qu'il a à faire, il faut qu'on sache motiver les équipes, il faut qu'on s'assure qu'on soit dans un timing qui rentre, qu'on soit dans le planning. Donc c'est des allers-retours perpétuels, des échanges, et c'est là où je pense qu'on a une culture de l'architecture, on a un discours de l'architecture, et finalement on s'aperçoit que, moi quand je dis aux architectes que j'ai en face de moi, j'ai une formation d'architecte, même eux tout de suite n'ont plus le même regard et le même rapport quand on dit on va pouvoir discuter. Alors en rigolant, des fois il me dit oui, on va me corriger, mais c'est sur le ton de la plaisanterie. Il y a ce petit côté des fois un peu en disant non, on est là vraiment pour échanger, discuter pour faire avancer les choses, et un concours, ça reste encore une fois, c'est pas un prix. On a gagné des concours, on n'était pas les moins chers, mais parce que on répondait vraiment à la demande
à la demande du client. Donc voilà, je pense que c'est là où notre force est. Et c'est vrai que bon, nous, on fait partie du groupe Bouygues, donc on a plusieurs filiales en France qui portent des noms différents. Et on s'aperçoit que finalement, au début, j'étais toute, bon, je suis toujours toute seule chez Pertuis, mais ça, c'est pas grave. Par contre, on a d'autres filiales qui se sont mis aussi à embaucher des architectes parce qu'ils y ont vu un intérêt et que voilà, ça fonctionne plutôt bien. Donc, on n'a pas tous les mêmes fonctions. J'ai des collègues qui font des choses complètement différentes, mais qui sont voilà, où ils ont été, entre autres, embauchés parce qu'ils avaient une formation d'architecte. Voilà, je crois qu'il faut insister sur cette partie-là, parce que je crois que c'est très instructif de ce dont je parlais avant de la culture de projet. C'est aussi une capacité pour nous, comme on n'est pas spécialiste, comme on n'est pas ingénieur, les ingénieurs vont tout de suite se spécialiser, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'eux pour faire le projet, mais on va être spécialisé en structure, en fluide, on va calculer des fondations, et puis au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière, on se rend compte que les ingénieurs vont avoir, à part encore certains ingénieurs qui sont un petit peu multicartes, mais c'est de plus en plus rare. En tout cas, les ingénieurs avec qui moi je travaille couramment là en tant qu'architecte libéral, ils ont de plus en plus des spécialisations, parce qu'il y a une telle étendue de la technique et de la réglementation à connaître que des spécialisations. Et nous, l'avantage qu'on a, d'une certaine manière, c'est aussi ce qui peut paraître une faiblesse, mais qui à mon avis est une force, c'est qu'on n'est pas spécialisé et qu'on est capable de s'adapter à une nouvelle situation. C'est comme quand vous faites un concours, vous faites un concours, le premier concours c'est pour une crèche, et puis ensuite vous faites un centre autoroutier, puis ensuite vous faites un établissement pour des pompiers, etc. Et on est obligé de prendre d'autres programmes avec d'autres clients, d'autres modes de fonctionnement, et on est obligé de s'adapter. Et c'est une des choses qu'il faut défendre dans notre métier aussi. Là, c'est un petit peu, je porte l'étendard du métier, c'est que un des gros défauts qu'on voit maintenant dans les concours qui sortent, mais c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps, mais là, on vient de répondre pour un concours, par exemple, pour un centre pour des pompiers. Et on nous demande comme référence 5 centres de pompiers dans les 5 années qui viennent de passer. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a rédigé ça, n'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'est un architecte. Je veux dire, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on est capable de lire un programme, et c'est ce que tu fais, ça, en fait. et justement de l'adapter, de le transformer en projet, en utilisant toutes les forces présentes, quoi. Je pense que c'est la capacité, je pense qu'on a, c'est que voilà, on peut lire un PLU, le comprendre, on peut lire un programme, le comprendre, le mettre. Et je pense qu'on a ce côté analyse et critique qui fait que, voilà, enfin, moi je suis comme toi, on travaille, on a une autre période où on faisait des établissements pour personnes âgées dépendantes, ce qu'on appelle des EHPAD. Après, il y a eu la période où on travaille pour les universités, on a remporté un PPP pour l'Université de Bourgogne, on en a perdu un pour l'Université de Lorraine. On est en train de répondre sur un autre PPP d'Université de Lorraine qui fait 12 000 m², et après, voilà, je suis en train de travailler sur un crématorium qui fait 1000 m². Enfin, on passe vraiment de... Et ça, c'est une gymnastique de l'esprit, je pense, qui fait partie du métier et qui est très saine, à mon sens. C'est-à-dire que ça oblige toujours à se remettre en question. À se remettre en question. On est obligé de rouvrir les programmes, et puis on ne peut pas appliquer une recette, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se remet toujours en question, on apprend toujours des nouvelles choses, parce que voilà, je pense qu'effectivement, c'est mon premier crématorium, je ne sais pas si ça sera le dernier, mais en tout cas, c'est le premier, donc voilà, comment ça fonctionne, c'est intéressant. On a fait un projet d'animalerie pour la faculté de médecine, donc voilà, à chaque fois on se remet en question, et intellectuellement c'est très riche, quoi. Mais oui, c'est pas toujours très gai les projets sur lesquels on travaille, mais voilà, ça fait aussi partie. Il y a des très beaux crématoriums, je dois le dire. Après, voilà, ça fait partie. Ça fait partie de la vie ou d'après, mais en tout cas, voilà, on a fait des résidences universitaires. Enfin, vraiment, on travaille sur un panel de projets qui est enrichissant. Et voilà, je pense que notre côté analyse et notre côté critique, moi, il y a des fois, je travaille pas du tout sur certains projets, et on vient me voir en me disant, voilà, est-ce que tu peux regarder vite fait le PLU, est-ce que tu peux regarder le programme et me dire ce que l'architecte a fait, si ça correspond, si on est par rapport à nos modes de construction, si on est dans la bonne voie, dans la bonne direction. Mais juste parce que... On fait appel à ta capacité de synthèse. Oui. Ouais. Donc ça, c'est... je dirais c'est notre... ça peut paraître une faiblesse, parce que par rapport à d'autres métiers, on n'est pas... Voilà,
on n'est pas tout de suite opérationnel dans la seconde avec une recette, Non. mais je pense que c'est ça qui fait la différence. Mais je pense que voilà, c'est ça qui fait la force du métier. Et ce qu'on essaye aussi de développer à l'école, mais c'est très bien qu'on ait des gens qui viennent nous montrer. C'est dommage qu'on n'ait pas plus, mais peut-être que la vidéo sera partagée. Mais c'est très bien qu'on montre que c'est un état d'esprit qui n'est pas forcément utile que en libéral, dans un cabinet. Je vais faire un peu le lien avec la médecine, c'est-à-dire que je pense que quand on est architecte ou chef de projet, puisque pour moi c'est un peu deux métiers identiques, il faut qu'on soit des très bons généralistes et qu'après on sache s'appuyer et aller chercher les compétences là où elles sont. C'est-à-dire que voilà, quand on a un problème sur de la ventilation, quand on a un problème sur de la technique, on va aller. En plus, nous, on a la chance en interne chez nous d'avoir la direction technique. On est 60, donc je veux dire, on va forcément trouver le spécialiste qui pourra répondre à notre question. Donc voilà, il faut aussi savoir se nourrir des personnes qui nous entourent. Et c'est vrai que du coup, il y a de plus en plus de compétences. On voit avec tout ce qui est développement durable, avec tout ce qu'on. Il y a vraiment en plus une étendue de compétences à avoir que de toute façon on ne peut pas maîtriser et que comme je dis, à vouloir être bon partout, on devient mauvais partout. C'est un peu ça. On a déjà, je pense, en tant qu'architecte, suffisamment de choses à regarder et à essayer de monter pour que on se perde pas après. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit des très bons généralistes et qu'on sache aller puiser là où il faut les compétences aussi. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Ou tout est très clair? Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de l'entreprise générale. Hein. ou d'autres formes de métiers. Moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de personnes qui étaient avec moi à l'école. Il y en a quelques-unes qui se sont installées à leur compte. Et finalement, j'ai aussi beaucoup d'autres anciens camarades de promo il y en a qui se sont mis au monument, qui travaillent aux ABF ou au SDAP. Il y en a d'autres. Il y a un panel de possibilités. Je pense que c'est bien d'essayer, en tout cas d'essayer au moins le métier en agence classique pour au moins se rendre compte de ce que c'est. Et puis je pense qu'après, il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, à rouler sa bosse, à se faire plusieurs expériences. Et voilà. Et moi, pour l'instant, ça fait 10 ans que je suis chez Pertuis. J'ai évolué au sein de l'entreprise. C'est aussi ce qui me fait y rester, c'est qu'on peut changer de métier. J'ai commencé finalement en faisant de la réglementation et du chantier. Et maintenant, je suis chef de projet. Je ne sais pas combien de temps je vais y rester. Peut-être que je vais encore y rester 10 ans. Peut-être que dans 4-5 ans, je vais avoir une autre opportunité qui va faire que je changerai de métier, je ferai autre chose. Je ne sais pas. Je pense qu'il ne faut pas rester fermé. Tu disais que tu avais commencé dans des petites agences. Oui. Du coup, tu as eu l'opportunité de voir le projet du démarrage jusqu'à la réception. Oui. Donc, tu as vu beaucoup de choses différentes et donc, ça a bien complété ta formation. Mais une fois chez Pertuis, j'imagine qu'il y a d'autres choses très importantes que tu as peut-être apprises et que qui auraient pu te servir aussi en agence. J'ai une petite idée derrière la tête quand je dis ça, mais j'imagine qu'il y a sur les méthodes, les choses comme ça, peut-être des choses qui sont très très intéressantes et qu'on trouve justement dans ces grosses boîtes, dans ces majors, et qui pourraient être intéressantes dans les petites agences. Et voilà, toi tu as appris peut-être par la suite. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un service méthode. En plus, il y a 4 bureaux derrière le mien, donc effectivement les méthodes, c'est ceux qui réfléchissent à comment le chantier va se réaliser. Et effectivement, alors nous, on a la chance de gagner pas mal de projets justement grâce au service méthode, parce qu'en fait, ils vont réfléchir à comment organiser un chantier, donc où se font les livraisons, où se font en fait, à optimiser le chantier. Est-ce qu'on met une grue? Est-ce qu'on met 2 grues? Alors des fois, on va mettre 2 grues, même si ça nous coûte plus cher, mais parce qu'en fait, on s'aperçoit que le chantier va être étalé et que même si on a 2 grues, elles vont être en permanence utilisées. Donc pareil, quand on a des grues, ils vont réfléchir à comment on organise les tâches
que ce soit les dalles, les dalles, les voiles, etc., pour qu'en fait la grue soit en permanence occupée, parce qu'une grue, ça coûte cher sur un chantier. Finalement, est-ce qu'on fait du béton, est-ce qu'on fait de la maçonnerie, voilà, ça peut paraître idiot, mais finalement, on s'aperçoit qu'en fait, en fonction du type de projet, on ne va pas construire de la même façon. Quel matériel va être mis en œuvre? Je vois, par exemple, nous, sur des conceptions-réalisations, quand on a certaines hauteurs, on dit non, on demande à l'architecte, par exemple, est-ce que c'est possible de nous le baisser de 10 cm, mais pour quelque chose de bête, parce qu'on va passer avec des banches et que si on est 10 cm plus haut, on va être obligé de trouver d'autres méthodes de construction. Donc voilà, on a un service méthode qui effectivement nous aide beaucoup. Enfin, là, le crématorium, il ne fait par exemple que 1000 m², mais on est sur un site où le bâtiment, il y a déjà un crématorium existant, on a 2 autres bâtiments à conserver. Donc finalement, le crématorium actuel, on pourra le démolir que quand on va avoir livré le projet qu'on fait. Et finalement, on a tout un phasage de chantier à faire, parce qu'il faut, enfin voilà, le site est petit, il faut qu'on puisse poser tous nos matériaux. Donc voilà, on est allé les voir en disant, est-ce qu'on peut mettre une grue ou pas, comment on va acheminer le chantier, comment tu vois le phasage, voilà. Donc ils nous ont aidés sur tout et ça, c'est, je peux témoigner là, non pas en tant qu'enseignant, mais en tant qu'architecte, c'est quelque chose qu'on voit même sur des chantiers. Moi, j'ai 2 chantiers de logement où ces questions-là se posent directement. Et ce que je regrette en France, ce que j'ai expérimenté en Hollande et qu'on ne voit pas en France, c'est que c'est même des questions qu'on devrait voir, nous, même en tant que libéral, si on avait la possibilité de discuter avec les entreprises avant même de déposer un projet ou un concours, non pas que ça bride le projet. Moi, quand je travaillais en Hollande, dès le début du projet, on était associé à des entreprises qui nous disaient, bah voilà, si vous faites entre voiles, vous faites des dalles préfages, n'importe quoi, de 4,50 m, et ben ça va baisser le prix de temps parce qu'on peut les faire à la chaîne. Et on utilisait ça pour faire en sorte que le projet soit moins cher. S'il est moins cher, vous pouvez rajouter de l'argent. Si c'est moins cher en gros œuvre, l'argent que vous avez fait gagner là, vous pouvez le mettre ailleurs, dans la façade, dans de la brique, etc. Et souvent, ce qu'on voit dans le projet en France, alors de manière plus générale, c'est que parfois on est avec des très belles idées, très belles façades, très belles choses, et puis on se confronte ensuite à l'appel d'offres, et puis on se retrouve le bec dans l'eau, parce que ce qu'on avait prévu, qui devait coûter 600, 700, 800 euros le mètre carré de grosses œuvres, y compris fondation, et puis ça va dépasser, parce que finalement on aura des dalles qui plombent pas, des choses qui sont un petit peu... Et on s'en aperçoit trop tard. Donc je pense que cette question-là, elle est très importante, parce qu'elle ne va pas à l'encontre du projet. C'est justement très important qu'elle soit prise en compte dans le projet, parce qu'elle peut permettre de faire du bon projet, du beau projet, et en même temps d'optimiser les coûts, ce qui pour le maître d'ouvrage est encore c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est des fois... c'est pas une guerre qu'il doit y avoir, voilà, entre... Sur certains projets, voilà, il y avait un peu des porte-à-faux partout, etc. Donc nous on a dit on veut bien, on n'a rien contre des porte-à-faux. Je dis par contre tout ce qu'on va mettre dans le gros œuvre, entre le budget du client étant, c'est de l'argent qu'il y aura en moins quelque part pour d'autres prestations. Donc on a essayé, voilà, parce que quand il y a un porte-à-faux qui a 6 mètres et que voilà, on peut pas venir l'étayer, enfin c'est impossible de venir l'étayer, ou alors ça va nous coûter très cher. Donc voilà, en leur expliquant où est notre problème aussi aux architectes, on arrive à trouver des solutions et je veux dire rien n'est figé et voilà. Mais c'est vrai que le service méthode nous aide grandement. Enfin... Et parfois, l'archi, il dit, ce porte-à-faux-là, enfin, voilà. Après, ça vous permet aussi de faire le tri. Parfois, il y a des porte-à-faux ou des choses qu'on ne peut pas éviter, enfin, pour que le projet reste qu'il est. Et puis, parfois, on peut faire des concessions. Ce que disait Ricciotti dans une conférence, là, dans les journées de l'archi, il disait, voilà, moi, je suis prêt à faire des concessions tant que c'est moi qui reste le maître du jeu. C'est-à-dire qu'on peut très bien, à un moment, dans un projet, dire, voilà, on va abandonner une casquette, on va abandonner une peau, on va abandonner quelque chose, mais on va faire en sorte que le projet reste le projet. Voilà. Et ça marche que si on discute avec les entreprises, avec les ingénieurs, avec voilà. Donc ça et c'est un état d'esprit d'architecte. Et c'est pour ça que finalement mon métier, je passe mes journées à discuter quoi, à discuter, pas négocier, mais à dialoguer, à échanger. Et voilà, je passe. C'est vrai qu'il y en a qui me disent mais t'es jamais à ton bureau, t'es toujours pendu au téléphone. Mais c'est mon métier de discuter avec les architectes, avec les bureaux d'études et de faire évoluer et avancer un projet. Nous, on ne part pas dans l'idée de dire, et je pense que les architectes avec qui on travaille, ils n'arrivent pas en disant, voilà, moi j'ai fait mon projet et c'est ça la vérité. Voilà, on est vraiment dans
tous dans le même bateau, et il faut avancer, et il faut que... Le but, c'est de sortir un beau projet qui corresponde au client, c'est surtout ça, quoi. Qu'on ait la meilleure réponse à lui apporter et qu'on lui prouve qu'on a vraiment compris ce qu'il voulait. Et c'est vrai que c'est riche, Mais c'est vrai que je me dis, des grosses entreprises comme ça, je pense que c'est aussi une opportunité, une occasion d'apprendre plein de choses, quoi. Mais ouais, c'est une opportunité pour toi et c'est une opportunité pour les archis qui sont en agence aussi, d'avoir quelqu'un en face d'eux qui soit comme toi et qui comprenne en fait le langage. C'est une question de compréhension aussi. Oui, parce qu'on parle quelque part le même langage, et c'est vrai qu'ils n'ont pas peur d'échanger en se disant, entre guillemets, on va pas démonter mon projet. Ils savent qu'il y a un respect de leur travail. Je pense que ça, c'est important. Mais après, il ne faut pas hésiter à demander des stages, à écrire, à postuler chez Pertuis. Hein. Ouais. Il y a des stages peut-être? Non, mais bon, l'année dernière, on a eu un stagiaire qui faisait un double cursus ingénieur archi. Donc pour sa partie, il est venu dans notre service pour la partie ingénieur. Et voilà, il a fait son diplôme de fin d'études chez nous. Toi, tu es basé où? Pertuis, c'est... Alors, moi, je suis basée à Nancy. Par contre, on a une agence à Strasbourg. Donc, j'ai un collègue qui fait le même... Alors, lui, qui fait un peu la même chose que moi, et qui fait du développement de pro une fois que le PC est déposé. Mais voilà, qui peut prendre quelqu'un sur Strasbourg si les personnes ne sont pas non plus mobiles. Donc, non, il ne faut pas hésiter. Je fais ma pub, hein. Non, je trouve qu'on a beaucoup de demandes pour des stages, par exemple, en ingénieur, on n'en a pas beaucoup pour oui, parce des que c'est demandes. pas évident, comme je disais au début, on a toujours l'idée qui est aussi vraie, c'est-à-dire l'exercice libéral, mais c'est vrai que les étudiants ne pensent pas forcément qu'il y a tous ces métiers, et même là encore, même quand on le propose, ça ne paraît pas forcément évident, pas beaucoup de gens qui se déplacent, et je pense que c'est des opportunités, parce qu'après, je veux dire, il peut même exister des parcours où on passe par peut-être 10 ans dans ce genre de boîte et après revenir à du libéral. J'ai un collègue à Marseille qui était lui depuis bien 10 ou 15 ans en entreprise générale et qui, il y a 3 ans, a dit bon, je m'en vais et je monte. À 2, ils ont monté leur agence. Voilà, il est retourné en profession. Et je pense qu'il part avec justement un sacré bagage. Il part avec ça parce qu'il a vu de la réglementation, de la méthodologie, de la construction, et je pense qu'on peut. Un fichier d'adresse aussi. Et en plus un fichier d'adresse. Mais si t'as pas s'il n'y a pas l'opportunité du réseau ou d'une affaire, ce passage-là est plus compliqué. Je pense. Dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, l'installation d'un jeune archi-diplômé en libéral, c'est quasiment c'est une mission suicide. Enfin, si ça existe, moi dans ma promo, il y en a qui sont installés tout de suite, mais alors, je veux dire, c'est vraiment c'est compliqué, quoi. On commence par du salariat, on commence par au début déjà essayer de trouver, puis des stages, puis du salaire, puis la HMO, puis machin. Et je veux dire, la solution de travailler en entreprise générale ou voilà, ça peut être aussi un vecteur, et puis aussi d'apprendre un métier, parce que nous on vous apprend à faire du projet, et c'est d'avoir un état d'esprit de projet, mais en 6 ans, c'est absolument impossible d'apprendre toute la réglementation qui évolue en plus, tout le chantier, etc. Et en plus, on n'est pas là pour ça, je pense. Donc, c'est très bien d'apprendre aussi le métier. Je veux dire, on apprend tous les jours. De toute façon, quand on est archi, je pense qu'on apprend jusqu'à la retraite et voire après. Donc, est-ce qu'on lâche vraiment un jour de métier? Non, je crois suis pas sûre. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'idée d'aller faire un stage dans une entreprise générale parce que on nous en a pas beaucoup parlé, et en plus on a cette idée que Bouygues construit des logements qui sont pas chers, moches et des boîtes à chaussures. Voilà. Et du coup, c'est vraiment pas du tout une idée qu'on pourrait avoir. Et moi, je pensais pas qu'il y avait forcément des architectes derrière. Mais je pense que justement, c'est pour ça, si jamais les gens pensent ça, c'est justement pour ça qu'il faut qu'il y ait des archis aussi dedans, quoi. Et je pense déjà, c'est pas juste parce que ce genre de grande major, que ce soit maintenant Pertuis ou Eiffage ou d'autres, je veux dire, ils construisent finalement dans un contexte économique, technique, réglementaire, foncier, qui est-ce qu'il est. Après, s'il n'y a personne
de l'intérieur ou de l'extérieur pour leur dire non, il ne faut pas faire comme ça, il faut réfléchir à la qualité, etc. Si la personne, ils construisent ce qu'on leur dit, enfin, pas ce qu'on leur dit de construire, mais je veux dire, on est là aussi à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire qu'on va sauver le monde à chaque fois qu'on fait un trait sur le papier, mais on est là aussi pour insuffler quelque chose de plus que simplement l'application d'un cahier des charges et de réglementation, quoi. Et donc, je pense que c'est pour ça que le métier, peut-être j'idéalise, mais voilà, il faut un peu idéaliser, mais je pense que le métier est là justement pour insuffler quelque chose de plus à toutes les étapes, et travailler en entreprise générale, ça en fait partie. Et on verra après d'autres intervenants, et demain, il y a beaucoup d'autres domaines où l'architecte est nécessaire. C'est aussi des grandes entreprises comme ça, que ce soit FH, Pertuis, c'est un peu les trois qui se retrouvent, de Mathieu Hébard aussi en Moselle, se remettent aussi beaucoup en question. Nous, là, on vient de changer de siège social, on a emménagé au mois de septembre. On est dans un bâtiment d'Anne Demian, qui est une architecte parisienne. En général, le bâtiment où on est, les gens l'aiment, l'adorent ou le détestent, ils ne laissent pas indifférent. Mais c'était aussi une volonté d'intégrer un bâtiment qui avait une certaine image, une présence forte, en disant voilà, nous on veut aussi montrer qu'on est une entreprise qui est aussi tournée vers l'architecture, qui est tournée vers des nouveaux modes de construction, qui est tournée vers des bâtiments à basse consommation. C'est aussi notre image de marque, c'est aussi à nous, et je sais que j'ai participé au projet, et le projet il a mis 7 ans à aboutir, mais ça a été un travail de longue haleine, et on a été jusqu'à choisir la couleur des portes. C'était aussi enrichissant, et ça m'a permis aussi d'échanger plus avec notre direction, et d'ouvrir aussi les yeux sur ce qu'est l'architecture, et ils en sont très conscients. Ils sont fiers quand ils ont fait un bâtiment, quand on a fait un bâtiment et qu'il est dans le moniteur ou dans ils sont conscients de. Par contre, c'est vrai que quelque part il y a un peu, on va dire le pain quotidien de tous les jours, et on est aussi obligé d'en faire. Et après, il y a ces projets à plus grande échelle. Mais pour tous, je pense que c'est un peu pareil pour les agences d'archi. Il y en a certaines qui vont faire de la sous-production, refaire des plans ou des choses comme ça. Pour d'autres plus grandes agences, je pense que on fait de l'alimentaire, mais sans que ça soit péjoratif. Mais moi je fais en agence, on fait des projets parfois qui sont pas publiés, parce que on fait des remises aux normes de bâtiments, on fait des mises en accessibilité, qui sont pas moins nobles, simplement elles ont pas on peut pas les communiquer comme on communique des grands projets qui sortent dans le moniteur. Mais je veux dire, quand on a satisfait un client qui nous serre la main, en nous payant, et que tout se passe bien et que tout le monde est content, je veux dire, et puis que les usagers après le vivent correctement. Il y a effectivement de l'alimentaire, et puis de temps en temps il y a un projet. Alors quand on est en agence, c'est pareil, on fait beaucoup de tout venant, et puis de temps en temps, hop, il y a un truc qui arrive et qui est un peu exceptionnel, et puis c'est pareil pour tout le monde, quoi. C'est sûr. Pas d'autres questions ? Après, on avait combien de temps ? 1 heure pour... Oui, c'était... Oui. D'accord, ok. Écoutez, s'il y a d'autres questions, allez-y. Puis sinon, je vous dis, n'hésitez pas à demander des stages pour découvrir. Bon, on va conclure. Je remercie beaucoup Caroline d'être avec plaisir. Et puis à renouveler, parce que je pense que c'est bien pour tout le monde, et en espérant qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui participent, parce que c'est vrai que on se retrouve. Vous êtes en licence, en master 1, master 2, master 2. Donc vous, je sais que vous êtes en licence, mais même dès la licence, avec en licence, on n'a pas trop. Ça paraît encore loin, mais plus ça va, plus vous allez vous poser la question de ce que vous faites après. C'est super important. Quand on se rend compte là en master 2 qu'il faut que dans 6 mois, moins d'1 an, on sache où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire. Qu'on entend il n'y a pas de boulot, on se dit mince, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que j'ai envie de voir, et du coup c'est des séances qui sont très intéressantes, je pense. Ça s'est enregistré, ça sera disponible sur le site de l'école, donc dites à vos camarades qui ne sont pas venus qu'il y avait peut-être des cours en même temps, Après, dans le côté il n'y a pas de boulot, mais je pense que alors c'est sûr, moi
dans mes collègues qui sont installés à leur propre compte, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Après, ça va être là. Mais justement, il ne faut pas hésiter à s'ouvrir vers d'autres métiers. C'est pour ça que je pense que participer à toutes les conférences que vous allez pouvoir voir, je pense que c'est vraiment une chance justement de faire, même si c'est pendant un autre métier pendant 2 ans, 3 ans, ça sera de toute façon qu'un plus. Oui. Après, c'est sûr. Après, nous, on organise aussi, je me permets, tous les 2 ans, on fait ce qu'on appelle les 24 heures Pertuis. Et alors souvent, c'est un problème de date, parce qu'on a du mal. En fait, on fonctionne avec on essaye d'avoir des étudiants d'architecture, ce qui est souvent compliqué, des écoles d'ingénieurs, de commerce. Et en fait, on organise pendant 24 heures, finalement, un jeu grandeur nature sur un cas concret. Et je pense que pour les étudiants, c'est aussi une bonne façon de percevoir ce que peuvent être les différents métiers du bâtiment. C'est-à-dire que voilà, il y a un sujet. Alors l'année dernière, ce qu'on a fait l'année dernière, c'était du logement collectif. Donc c'est un cas concret. Il y a 24 heures pour alors alléger, parce que nous ça nous prend 6 mois. Mais voilà, je pense que si vous avez l'occasion et l'opportunité, participez-y. C'est vraiment une bonne expérience. Je faisais mon petit coup de pub en même temps. Mais il faut communiquer ces choses-là à l'école, et puis je pense qu'après on le remet dans le circuit pour que tout le monde soit au courant, quoi. Ça permet de voir tous les intervenants. Enfin voilà, c'est vraiment une bonne expérience. Plus de questions. Bon, merci beaucoup. Merci encore. Bon courage pour la suite. Merci. Et puis, donc on a une petite pause avant On a une petite pause, oui, avant 12h15. Carole Pezzoli, alors cette fois-ci, je ne me trompe pas, architecte des Bâtiments de France, architecte urbaniste de l'État.